un an, ça s'est passé à cette place, à la même heure. Et donc, il y a un an, il y avait 160 jeunes qui manifestaient contre les violences de la police. Ça, c'est l'Arzen. Qui manifestaient contre les violences de la police. Le son. Et le son est bon là ou bien oui. Et donc 160 jeunes qui étaient là. L'ambiance était assez bon enfant. Il y a des images de toute cette manifestation. Les choses se passaient très bien. En face des 160 jeunes, il y avait 450 policiers. Donc 3 policiers pour un manifestant. Les policiers sont casqués, ils ont des matraques, ils ont des boucliers, ils ont des protections aux épaules, aux genoux, aux jambes. Ils ont des chiens, ils ont du gaz, ils ont un hélicoptère en face des 160 jeunes. Les choses se passent bien, mais la police décide néanmoins d'arrêter tout le monde. Donc tous les jeunes vont être assis, ils vont être colsonnés, et ils vont être emmenés à la caserne Etterbeek. Quand je dis tous les jeunes, ce n'est pas uniquement les 160 qui étaient présents à la manifestation, c'est aussi tous ceux qui sont à proximité et qui ont l'air d'être jeunes. Et donc celui qui sort de la gare parce qu'il vient visiter Bruxelles, on l'a pris. Celui qui est à l'arrêt du bus, on l'a pris. Celui qui sort du Quick avec un hamburger, on l'a pris aussi. Donc il y a 70 personnes en plus des 160 manifestants qui ont été emmenés à la caserne. Ils se demandaient ce qu'il se passait. Alors, on souhaite, je vais laisser maintenant la parole aux adolescents qui vont se préparer à monter sur le podium. On souhaite un rassemblement pacifique, calme. On ne veut pas d'incident. On a prévu un service d'ordre pour qu'il n'y ait pas d'incident. Et on voudrait dire une dernière chose, je vais dire une dernière chose avant de céder la parole aux adolescents, c'est qu'il ne s'agit pas pour nous de faire le procès de la police. Nous ne sommes pas un collectif qui est contre la police. On n'a pas de slogan anti-police. On pense qu'il y a au sein de la police des policiers violents, des policiers qui sont racistes, qui sont dangereux, et c'est par rapport à ces policiers-là qu'on veut prendre la parole aujourd'hui. Je vais donc inviter Émilie, Simon, Pirly, Alexandre et Catherine à venir sur le podium. Catherine. Voilà, moi j'ai écrit un petit texte, c'est plus facile pour moi, pour prendre la parole devant vous tous. C'est en tant que mère d'une jeune femme qui a subi des violences policières l'an dernier que je m'exprime ici. Et en tant que témoin qui a vu sortir des casernes des tout jeunes adolescents violentés, sous état de choc, avec les parents qui attendaient que leurs enfants soient relâchés ce soir-là, nous étions tous laissés à notre incompréhension et à notre inquiétude. La plupart des agents présents nous ont également manqué de respect quand nous leur adressions des questions pour comprendre ce qui se passait. Ils ont tenu à quelques-uns des propos comme « Si vos enfants sont ici, c'est qu'il fallait mieux les éduquer ». Ce que j'ai envie d'évoquer ici, au-delà des faits inadmissibles qui se sont produits, c'est l'impact que ces faits ont eu sur nos vies. Pour beaucoup, ce n'est pas que ce dimanche-là qui a été gâché. Les conséquences ont été bien plus lourdes. Un examen qui n'a pu être passé, des jours silencieux, une dépression. Comment se remettre de se faire maltraiter de la sorte, sans raison, de se faire entendre dire « vous n'avez pas de droit », de vous faire frapper sans raison. Et dans la vie des familles aussi, ces difficultés ont pesé et ont pu avoir des répercussions négatives. Forces de l'ordre, dites-vous. Elles en ont semé du désordre. En tout cas, ces faits nous ont mis au défi. Comment accompagner nos enfants dans un monde qui semble nier ses promesses? Comment garder à minima confiance envers ceux qui sont censés nous protéger? Comment s'inscrire dans une société qui laisse ces crimes impunis? Pour que ces faits ne restent justement pas impunis, il importe de s'unir
pour dire ensemble notre désaccord. C'est pour cela que nous sommes rassemblés aujourd'hui. J'exprime ici mon soutien à toutes les personnes qui ont subi des violences policières ainsi qu'à leurs familles, en particulier à celles qui ont perdu un enfant suite à des violences policières. Je réitère ici ma demande que ces faits ne soient pas tabous, qu'ils ne restent pas impunis et que des actions soient posées plus largement sur la formation et l'encadrement des agents de police. Je cède la parole à Simon. Pour commencer, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc moi je vais réitérer Comme ça? Ok, pardon. Écoute mon manteau. Qui aurait cru? Qui de nous 6, qui de nous 160 aurait cru qu'en allant à cette manifestation, nous sortirions à 22 heures d'une cellule, en état de choc, de trauma, de peur et d'angoisse. Nous sommes des citoyens libres, libres d'expression. Nous avons donc été, il y a un an, le 24 janvier 2021, utiliser cette liberté de manière pacifique, à une manifestation contre les violences policières. 160 manifestants et 450 policiers en vêtus de boucliers de la tête aux pieds. Nous arrivons et ne comprenons pas vers où nous devons nous diriger. La police nous indique les lieux de notre futur traquenard. Encerclés par des centaines de policiers, nous nous sentons menacés par les représentants de la loi. Et je me rends compte que les histoires que j'entendais devenaient une réalité pour moi et mes amis. Une fois menottés et assis par terre, plane dans la tête de chacun une incertitude de ce qui va se passer. Mais d'un certain côté, je me sens rassuré d'être entre les mains de nos protecteurs de tous les jours. Conduit aux casernes, je commence à me détendre et à dire que cela fera une rigolote anecdote. Jusqu'au moment où j'arrive dans ma cellule. Le noir, le bruit, le froid et toujours une angoisse qui ne fait que grandir. Ne pas bouger, ne pas provoquer, ne pas se faire remarquer et il ne nous arrivera rien. C'est certain. La violence commence à résonner et à grandir autant que ma peur. Après être passé dans les cellules voisines, c'est à notre tour. 10 policiers entrent, habillés encore une fois en bouclier de la tête aux pieds, qui ne laissent apparaître que leurs yeux. Accompagnés d'insultes, de menaces et de leur violence, ils appellent Pirli. L'espoir renaît en chacun de nous. Après 5 heures d'enfermement, nous allons enfin sortir. Et Pirli est le premier. Soulagement. Après 5 pas vers la sortie, Pirli se retrouve par terre, à se faire tabasser par 5 policiers. Des cris de douleur et de peur que je n'ai jamais entendus de ma vie me transpercent. Que faire? Rien. C'est impossible de bouger. Mon corps ne veut plus bouger. Et je lui en remercie, car Léonard n'a pas eu cette chance et s'est levé pour se retrouver par terre aussitôt. Pirli est emmené, nous sommes impuissants et effrayés. Vont-ils encore le tabasser? Pourquoi ils ne le feraient pas? Va-t-il...
Va-t-il sortir vivant de cet endroit coupé du monde? Lui, mais eux, et moi, vais-je sortir vivant? Je n'en sais rien. Et je n'en saurai rien encore pendant 2 heures, jusqu'à notre relâchement à 22 heures, où je finirai par rentrer dans la voiture de mon père, sans dire un mot et en fondant en larmes. Notre histoire est une goutte dans l'océan de bavures policières qui se produisent trop régulièrement et qui restent impunies. Est-ce ce système que nous voulons? Est-ce normal de se balader dans la rue et d'être irrationnellement apeuré envers la police? Police partout, justice nulle part. 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 Tout d'abord, j'aimerais vous dire merci d'être là. Ça me fait plaisir de voir des personnes sensibles et humaines en face de moi, ce qui malheureusement n'a pas été le cas quand nous étions dans nos cellules. En face de nous, il n'y avait que des personnes sans humanité. D'ailleurs, savoir que j'allais me retrouver ici à manifester 1 an plus tard a éveillé en moi des images horribles qui ne m'ont pas permis de dormir cette nuit. Aujourd'hui, je vous fais part d'un ressenti en repensant à ma journée du 24 janvier 2021 lors de mon arrestation. J'ai été considérée comme une bête de foire qu'on emmenait dans sa cage, qui se trouvait soit au zoo, soit au cirque. La preuve, nous étions dans des écuries. Pardonnez-moi si je me trompe, mais je pense que les écuries sont dédiées aux chevaux et non à l'humain. À leurs yeux, j'ai l'impression d'avoir été un jouet qu'on a le droit d'utiliser pendant la récréation. Des propos sexistes ont été dits à mon égard dès que je suis rentrée dans le fourgon avec d'autres femmes. Alors je me permets de parler en nous, à toutes celles qui se sont retrouvées dans le même fourgon que moi, à qui on a dit qu'elle puait la femme. Ce policier qui nous a dit cette belle phrase dit à ses camarades les policiers en sortant du véhicule quand nous sommes arrivés aux écuries « J'ai trop chaud ». On peut interpréter cette phrase de n'importe quelle manière, mais sa prestance et son vocabulaire m'ont permis d'interpréter cette phrase de manière sexuelle. Les femmes et moi avons dû attendre plus ou moins 45 minutes dans le fourgon, sans explication, en train de voir des policiers autour de nous, boire un café, partager des biscuits et rigoler ensemble. Pendant ces 45 minutes, une femme calmait 2 jeunes filles, l'une qui allait prendre son train pour rentrer chez elle et sa cousine qui était partie l'accompagner jusqu'au quai. Enfin, des personnes humaines. Quand nous sommes rentrés à l'intérieur, entourés de cellules avec un policier qui nous tenait par le bras et les mains attachées par des colsons, je ne savais pas où regarder tellement que c'était impressionnant. De voir des cellules de haut en bas qui faisaient sombre et d'entendre des cris qui venaient de tous les sens. Quand nous sommes rentrés dans notre cellule, on nous a laissés tranquilles plusieurs heures. Bien évidemment, sans eau, sans nourriture, peu de luminosité et un froid terrible qui a mis certaines filles en hypothermie. Pour aller aux toilettes, on devait attendre on devait attendre une policière qui prenne une par une pour y aller. Ce qui veut dire qu'on pouvait attendre 15 minutes comme 2 heures. Plusieurs femmes ont failli se faire pipi dessus, ce qui peut paraître drôle à l'heure actuelle, mais qui ne l'était pas à cet instant. Nous étions plus ou moins 35 dans notre cellule, alors qu'elle ne pouvait en accueillir que 20. Les règles sanitaires n'étaient pas prises en compte, alors qu'ils mettaient des amendes de 250 € quand on ne respectait pas ces règles en dehors des écuries. Après plusieurs heures, un policier rentre dans notre cellule en disant « Vous voulez avoir les mêmes droits que les hommes ? Ben vous allez les avoir ». Ils commencèrent à prendre des femmes, sans qu'on sache où elles allaient, et ils revenaient toutes les 15 minutes en reprendre d'autres. Je sentais que la tension montait et que quelque chose n'allait pas. Une femme qui était encore dans ma cellule voulait filmer une scène avec son téléphone discrètement. Une scène qui se passait en dehors de notre cellule.
Un policier la remarque et la menace en disant qu'elle n'avait intérêt à ne plus fumer. On était menacé si on était en train d'utiliser notre téléphone. À partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné. Je reçois un message de Pirli qui me dit qu'il est sorti. Il s'est fait tabasser. Donc je devais faire attention. Nous sommes plus que 5 dans notre cellule et je ne savais toujours pas où étaient les autres qui étaient emmenés. On les entend juste crier, des cris de douleur. Je vois un homme en face de ma cellule, assommé, qui est tiré par 2 policiers. Un tire par la tête et l'autre par le bras. On aurait cru un homme mort. Ils l'ont mis dans la cellule d'en face et l'ont frappé. À un moment, ils ont fermé la porte de la cellule d'en face et ils ont mis des policiers devant notre porte pour qu'on ne puisse plus rien voir. Il faisait encore plus sombre. 2 policiers rentrent dans notre cellule et nous disent qu'on doit fermer notre gueule. Une femme de la cellule avait crié « Stop !» les larmes aux yeux. Ils nous ont dit « Ici, vous n'avez pas de droit ni de liberté ». Quand c'était à mon tour de rejoindre les autres femmes qui criaient, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit aux policiers qui me tenaient et qui me prenaient en charge que j'étais mineure et que mes parents m'attendaient dehors. D'être mineure a été mon ticket de sortie. En sortant, j'ai eu droit à une gaufre, de l'eau, un document à signer et je su qu'ils avaient des couvertures pour les filles qui étaient en hypothermie. À l'heure actuelle, je me dis qu'heureusement que j'étais mineure à cette époque. Sinon, j'aurais dû rester plus longtemps dans cet enfer. Bonjour à tous et à toutes d'être ici. Ça me fait vraiment bizarre de me retrouver aujourd'hui devant vous pour cet anniversaire un peu spécial, en tout cas pour moi. Mais si aujourd'hui je suis là et que j'ai pris la parole, c'est pour que... Ah oui, pardon. J'ai d'ailleurs un peu hésité avant de prendre la parole parce que voilà, je suis un peu timide lorsque je dois prendre la parole devant un grand groupe. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour que nos témoignages participent ne fût-ce qu'un tout petit peu au fait que plus personne ne vive ce qu'on a dû vivre ce 24 janvier 2021. Du coup, c'était un dimanche, c'était un 24 janvier. Je me rappelle, j'avais 16 ans. Et avec mes amis, on avait entendu parler d'une manifestation contre les violences policières et la justice de classe. Du coup, on avait décidé d'aller voir un peu au loin cette manifestation qu'on connaissait peu, finalement. On savait qu'on allait arriver en retard et qu'on ne participerait qu'à la fin de la manifestation. Donc, avec un peu d'intérêt et de curiosité, on s'est retrouvés sur les marches de Mont des Arts. Je me rappelle de voir à 200 mètres cette manifestation qui commençait à se disloquer. Et je me souviens d'être vachement impressionné de voir le nombre de camionnettes, de policiers, autopompes, chiens, chevaux, jusqu'à des hélicoptères dans le ciel. Pour une si petite manifestation, je ne comprenais pas. C'est alors que tout s'est emballé très vite. Des policiers nous ont invités à rejoindre cette place de gare centrale, ici même. Les policiers nous disaient « allez là-bas, allez vers par là-bas ». Et à ce moment-là, j'avais encore la conviction que la police était là pour nous protéger. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand je me promène et que je vois la police, je me demande si c'est moi qui dois me protéger d'eux. Naïvement, on ne se rendait pas compte que la police était en train de nous encercler. Je me rappelle que c'était très angoissant de voir tous ces policiers courir de partout en Robocop. Et vu que la situation devenait de plus en plus instable, on a demandé à des policiers qu'on aimerait bien sortir, qu'on se sentait angoissé, qu'on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Dans un premier temps, les policiers ne nous répondaient pas. Ou s'ils nous répondaient, ils nous disaient « vous n'avez pas qu'à être là ». Désormais prisonniers, désolé pour le mot un peu dur, mais c'était le cas. On était tous dans l'incompréhension. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Après un bref instant, on m'a demandé mes papiers d'identité. Je me suis retrouvé colsonné par terre, séparé de la plupart de mes amis. J'avais vraiment l'impression d'être vu comme un criminel, comme un ennemi public. Alors que la seule chose qu'on avait faite avait été de descendre les marches de Mont des Arts et de suivre les instructions des policiers. Plus d'1 heure d'attente,
La peur commence à m'envahir. Je ne parlais pas et je ne disais rien parce que plein de questions et de craintes fusaient dans ma tête. Comment prévenir mon père? Où vais-je me retrouver? Qu'avons-nous fait de si grave ou quels sont les motifs de nos arrestations? Du coup, on attend toujours. On est donc emmené à la caserne d'Etterbeek sans aucune explication. Moi, je l'ai su parce que d'autres personnes arrêtées me l'ont dit. Moi qui ai toujours, pour la petite anecdote, moi qui avais toujours rêvé d'être dans un véhicule sirène hurlante, bruit sonore, etc., j'ai pu le vivre, mais c'était pas du tout comme dans mes rêves. Petit à petit, la confiance envers la police s'évapore, et à ce moment-là, j'avais très peur. D'abord, on se retrouve dans une première cellule, puis dans une seconde, et je me sentais rassuré parce que j'étais avec bon nombre de mes amis. Puis l'agitation se fait ressentir dans les cellules. En tout cas, de notre côté, à mes amis et moi, on disait rien parce que je pense qu'on avait peur. Avant qu'on me retire mon téléphone, j'ai parvenu à écrire un message à mon père en disant que je m'étais fait arrêter. Et j'ai appris plus tard que de son côté, il avait essayé d'appeler plusieurs commissariats et il n'a reçu aucune réponse. Du coup, l'agitation commence à se faire ressentir. La tension monte d'un cran. D'abord, à ce moment-là, je vois des cris. J'entends des cris dans d'autres cellules. Et là, on se dit qu'on n'avait pas intérêt à l'ouvrir. Et à ce moment-là, je me disais que je voulais pas être acteur de ce bordel parce que c'était vraiment un bordel. Après cet instant-là, des policiers ont sorti des gens des cellules. Certains saignaient du nez, d'autres de la tête. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais je suis en enfer. Et je me suis dit, mais quel humain est capable de faire ça, de sortir des gens, de les tabasser? La situation s'est un peu détendue. On attend. Puis à ce moment-là, des policiers sont rentrés dans notre cellule. Ils ont prononcé mon prénom, me disant à ce moment-là que mon père était là pour me chercher, ce qui s'est révélé exact. Je me lève, puis un premier policier me donne une claque sur la tête. Un autre me met par terre et à ce moment-là, je reçois des coups de partout et j'ai mal et j'ai très peur. Un ami à moi s'est levé pour leur dire d'arrêter. Il s'est également retrouvé par terre. Mon nez saigne. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi comme cible. Était-ce parce que j'étais le premier à sortir, à cause de ma couleur de peau ou mon prénom? Je ne sais pas. Parmi tous les policiers présents dans cette caserne, un policier m'a regardé et m'a proposé un Kleenex parce que je saignais. Tous les autres n'ont rien fait. Je suis sorti en pleurant, mon père était horrifié. Plus jamais, je veux revivre ce moment-là dans toute ma vie et je le souhaite à personne d'autre. Aujourd'hui, je suis encore très triste qu'on en arrive là, triste que des policiers frappent sur des mineurs sans défense. Ces personnes-là doivent être sanctionnées parce que c'est pas normal. Il faut commencer à déconstruire cette industrie de police raciste, violente. Et en soi, je sais en vain que je suis pas Superman et que je pourrais pas changer le monde, même si en soi j'aurais bien voulu. Mais je voulais juste vous dire que je trouve ça inacceptable que des gens inhumains et barbares tels comme certains policiers continuent à exercer. Alors évidemment, je sais que ces policiers-là font partie d'une minorité et je suis convaincu et sûr que la plupart des autres policiers font bien leur métier. Mais je pense qu'il est temps de continuer à réagir pour que ces pommes pourries soient éjectées de la police. En tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur quand je vous vois tous ici et je me dis que la cause n'est pas perdue. Merci. Tu veux dire quelque chose? Pourquoi? Parce que c'est ah, c'est pas le tout. On est en train de parler de ce que doit faire la police. Je croyais que c'était chaud par Bonjour à tous et à toutes. Dans un premier temps, je souhaiterais vous remercier de votre présence ici. Ça fait du bien de se sentir soutenu en vrai. Parce que le seul contact qu'on avait eu il y a plus ou moins un an, c'était celui des médias qui nous faisaient passer devant vos yeux. Aujourd'hui, je peux vous dire de vive voix ce que j'ai vécu et ce que j'ai retenu.
de cette expérience. Donc le 24 janvier passé, nous sommes venus voir une manifestation pour les droits à une justice égale pour tous. Ce que les premiers droits de l'homme de 1789 mentionnent comme base, alors même que cette expérience tend à montrer que l'État et ses représentants ne font donc plus attention à ces bases. Nous avons été poussés et compris dans les manifestants par les forces de l'ordre. La seule chose qui nous a été donnée de manière égale ce jour-là, c'est non pas la justice, mais la violence. Hommes comme femmes, jeunes comme plus âgés. La violence. Des coups, des mots, mais aussi une répression. La répression de notre engagement pour une justice équivalente pour tous. Nous sommes allés voir le bourgmestre de Bruxelles. Pas d'excuses pour les actes de sa police, ni pour les dommages engendrés. Il nous a parlé avec une attitude assez condescendante et très peu constructive. Les dégâts mentaux produits sont et resteront présents, car ils ont détruit une grande part de notre confiance en l'autre, notre confiance en nos droits d'expression et notre confiance en cette police qui est censée la garantir et les protéger. Ce n'est pas parce que je suis un jeune que je limite mes contacts avec la police. Je suis certes étudiant, certes je sors, certes je bois, mais c'est pas pour ça que je limite mes contacts, c'est à cause de ce que j'ai vécu. Je ne prendrai plus le risque d'entrer en contact avec ceux qui sont censés me protéger. Comment comprendre que des personnes formées à la protection d'autrui brisent des vies et des esprits avant de rentrer chez eux, prendre éventuellement leurs enfants dans leurs bras? Ces policiers qui étaient présents aux écuries ont brisé plus de 150 personnes qui n'ont pu se reconstruire que par eux-mêmes et par leurs propres moyens, et doivent chaque jour vivre avec. J'ai vu Pirli évoluer comme il le pouvait, avec ce qu'il a vécu, Simon, Émilie, Léo et plein d'autres gens que je ne citerai pas parce qu'ils ne sont peut-être pas tous là. Mon espoir aujourd'hui, c'est que vous, mesdames et messieurs, les agents de l'État, c'est à vous que je parle, vous ne puissiez plus jamais rester impunis, que des procédures puissent être mises en place pour garantir que vos actes abusifs soient impossibles, que vos collègues ne soient plus gênés ou n'aient plus peur de vous dénoncer, que les choses bougent. Parce que tous les gens présents savent maintenant que vous pouvez représenter autant de risques que de sûreté. J'aimerais finir avec un mot que ma mère a voulu vous écrire à tous, et aussi à moi. À mon fils, aux personnes qui l'écoutent et le soutiennent, à tous ceux qui ont été effrayés, brisés ou traumatisés par des actes de violence policière, pour avoir pu constater les irréversibles dommages dans l'espoir et la confiance dans le monde et la société chez ceux-là même qui la constitueront demain, et qui doivent prendre la responsabilité de la construire, pour avoir dû vivre le fait que d'autres, cachés sous une insigne, puissent prendre le droit d'abîmer mon enfant en me privant du droit d'intervenir et balayer ainsi d'un geste toutes les valeurs qui ont guidé son éducation. Je vous souhaite du courage et de la ténacité. Pour ce chemin parcouru et pour tous tes espoirs, pour tout ce qui est en toi, crois et ce que tu fais, je suis fier de toi. Merci de votre écoute. Alors, ce qui s'est passé, qui a été abondamment relaté par les adolescents, qui s'est passé à la caserne d'Etterbeek, c'est pas un incident isolé, c'est un épisode, et pas le pire, pas le plus dramatique, des épisodes qui émaillent la vie bruxelloise dans ses rapports avec certains policiers. Et donc, on souhaitait, dans le cadre de ce rassemblement, inviter des collectifs à prendre la parole, à nous expliquer quelle est leur expérience, quelles sont leurs attitudes, quelle est leur énergie. Et donc je vais inviter Julia Galaski du collectif des Madresses à prendre la parole si elle l'accepte toujours de venir. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup aux jeunes d'avoir témoigné. C'est extrêmement courageux, c'est extrêmement important. Normalement, c'est Latifa Mkabeni, notre porte-parole, notre pilier à toutes du collectif des Madrés, qui devrait vous parler aujourd'hui. Malheureusement, elle ne peut pas être là, mais elle vous salue chaleureusement. Je vais faire de mon mieux pour la remplacer. Donc le collectif des Madrés, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un collectif qui a été fondé en 2018, basé à Saint-Gilles au départ. Au début, il y a Latifa, une maman du quartier, qui est témoin un jour d'une gifle que se prend son fils par la commissaire du quartier. Les parents viennent voir ce qui se passe, ils se font insulter. La commissaire leur dit vous allez voir, vous allez passer un sale ramadan. À partir de là, Latifa se renseigne. Elle fait appel au délégué général aux droits de l'enfant, Bernard De Vos, qui va envoyer une équipe dans le quartier
pour récolter les témoignages des autres jeunes. Parce qu'au départ, il faut savoir que Latifa avait envie de porter plainte, mais que son fils lui a dit qu'une gifle, c'était rien, comparé à ce que d'autres jeunes dans le quartier vivaient depuis des années. Le délégué général aux droits de l'enfant et son équipe ont donc récolté des témoignages pendant plusieurs mois. Des témoignages d'insultes racistes, d'un harcèlement. Faut savoir que l'engagement à Saint-Gilles en particulier porte sur une brigade nommée UNEUS. La particularité de cette brigade, c'est que c'est une brigade dite de proximité, qui était présentée comme un modèle pour l'ensemble de la région de Bruxelles. Donc c'était bien une lutte qui ne concernait pas juste la réalité à Saint-Gilles, mais une brigade qui était censée après être voilà, un projet pilote quoi, pour l'ensemble de notre région. Et cette proximité, du coup, des policiers avec la population se traduisait donc par le fait que les policiers connaissaient très bien tous les jeunes du quartier. Ils savaient très bien où ils habitaient, mais mine de rien, ils les contrôlaient plusieurs fois par jour. Dès qu'ils n'avaient pas leur carte, ils les embarquaient au commissariat avec des humiliations, des insultes racistes, des mises à nu. Et je vous dis que quand vous avez 12, 13, 14, 15 ans et que vous vous retrouvez humilié, tabassé au commissariat, vous êtes marqué à vie. Et je remercie vraiment les jeunes qui ont pris la parole aujourd'hui parce que c'est très très difficile. Qu'est-ce que Latifa a fait à partir de là? Donc c'est le début du collectif des Madrés. Elle a réuni donc d'autres mamans du quartier, des travailleurs et des travailleuses de jeunesse dont je faisais partie, des habitants, pour constituer un collectif, pour interpeller la commune sur ce qui se passait avec cette brigade. Depuis 2018, il y a eu 6 interpellations citoyennes, c'est-à-dire qu'on se ramène à la commune lors d'un conseil communal, on interpelle les élus pour demander à ce qu'ils rendent des comptes. Au début, les mamans ont été accueillies par un mépris inimaginable. Le bourgmestre leur a hurlé dessus. C'était d'une violence inouïe, dans un déni total. Donc les violences policières n'existaient pas. Au début, ce qu'on demandait, c'était que le rapport que le délégué général aux droits de l'enfant avait fait à partir des témoignages, donc une trentaine de pages, des témoignages glaçants, mais aussi une série de recommandations sur ce qu'il faut changer, qui soit rendu public. La commune refusait de le rendre public. Il a fuité dans la presse 8 mois plus tard. Ce que nous demandions aussi, c'était une évaluation indépendante de cette brigade qui était normalement prévue en 2017. On attend toujours, mais on va y revenir. Et puis pendant ces 4 ans, depuis 2018, le collectif a vraiment sillonné Bruxelles, a participé à plein de débats, à des conférences, à des sensibilisations, des formations dans les maisons de jeunes, dans les écoles, pour sensibiliser aux droits face à la police. Et on peut dire qu'au bout de 4 ans, le rapport de force a commencé à changer. À la dernière interpellation, il y avait plus de 200 personnes. À la toute première interpellation, il y avait 5 mamans et quelques travailleurs. D'où l'importance vraiment de venir à des rendez-vous comme celui-ci. Quand je dis que le rapport de force a basculé, ça veut dire que l'année passée, il y a une motion qui a été votée par la commune qui reconnaît qu'il y a des violences policières. Voilà, on a mis 3 ans pour qu'on admette qu'il y a un problème. Et aussi un budget qui a été voté pour l'évaluation indépendante de cette brigade. Or, lors de la dernière interpellation, en octobre, vous imaginez 200 personnes devant la maison communale à interpeller le conseil communal, on a posé la question, qu'est-ce qu'il en est de cette évaluation ? La réponse du bourgmestre, la brigade n'existe plus. Ils ont démantelé la brigade 6 mois auparavant, sans un mot, ni aux médias, ni aux citoyens qui se mobilisaient depuis 4 ans, dans le secret le plus total. La brigade n'existe plus. Elle est belle, la démocratie. Maintenant, il y a 2 choses qu'on peut retenir de ce combat. La première, c'est que ce démantèlement de cette brigade, présenté comme un modèle pour l'ensemble de la région bruxelloise, est un immense aveu d'échec de la part de la commune et une immense victoire pour le collectif des Madrés, mais qui n'aurait jamais été possible sans le soutien de plein d'autres collectifs. Et je ne vais pas pouvoir citer tous, mais que ce soit Justice pour Mehdi, Justice pour Edil, que ce soit la JOC, Bruxelles Panthère, que ce soit la Ligue des droits humains, que ce soit le délégué général aux droits de l'enfant, que ce soit les collectifs Blédart, que ce soit Stop Ineus. On a eu pendant ces 4 années énormément de soutien à plein de moments différents. Et donc la lutte est vraiment une lutte collective et c'est important de se réunir et de faire les choses ensemble. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose à retenir, c'est que malgré cette immense victoire d'une brigade démantelée suite à une mobilisation citoyenne, c'est que la fin du NEUS, c'est pas la fin de l'impunité. Parce que si la brigade du NEUS aujourd'hui n'existe plus, les policiers qui font la brigade sont toujours dans les rues de Saint-Gilles.
Donc si on est là aujourd'hui, c'est parce que la lutte continue ensemble, et c'est parce qu'on demande la fin de l'impunité, à Saint-Gilles comme ailleurs, et qu'on demande justice pour tous et pour toutes. Merci. Je vais laisser la parole à Selma. Selma Ben Khalifa, que la plupart d'entre vous connaissent. Elle est avocate d'une partie des plaignants dans notre affaire. Elle est également avocate dans l'affaire Maouda. C'est quelqu'un qui connaît très très bien ces dossiers. Je parle pour lui donner le temps d'arriver en fait. Elle parle avec la presse. Donc ça se passe un peu pas comme, comme je voulais. Et donc Selma arrive et donc voilà quelqu'un de très actif qui connaît bien ces dossiers de violence policière et à qui je suis vraiment très très heureux de céder la parole. Bonjour à tous. Alors oui, c'est vrai que je suis assez active sur ces questions-là. Déjà parce que je suis avocate et qu'en tant qu'avocate, c'est extrêmement frustrant de travailler sur les violences policières. Parce que les victimes de violences nous disent souvent « mais ça sert à rien de porter plainte ». Et donc on doit essayer de convaincre nos clients qu'en effet, ça a un sens de porter plainte. Or, en réalité, les gens qui disent que ça sert à rien de porter plainte, ils ont raison. La justice s'en fout des violences policières. La justice est extrêmement lente, on l'a vu. Là, les faits ont eu lieu il y a 1 an, jour pour jour. Et 1 an plus tard, ils font des enquêtes, ils cherchent. Pourtant, les policiers qui ont été violents ce jour-là sont identifiés. Les jeunes ont tous témoigné. Les parents ont porté plainte. Il y a des avocats qui ont fait ce qu'il fallait. Ils savent qui sont les policiers. Il y a même des policiers honnêtes qui ont dénoncé leurs collègues. Donc, on sait qui c'est. Pourtant, aucune sanction n'a été prise. Et c'est ça le sentiment d'impunité. C'est des gens qui ont tabassé des jeunes, des adultes. Ce sont des adultes. Ils ont 30, 40 ans. Et ils insultent un gamin de 15 ans de fils de pute. Et après, on dit à nos jeunes qu'ils doivent être polis. Mais comment, si on a un exemple pareil? Ils ont eu des insultes racistes, des insultes sexistes. Ils ont eu un comportement qui n'est pas un comportement d'adulte à l'égard d'enfants. Et si ça me met tellement en colère, c'est parce que oui, je suis avocate, mais je suis aussi une maman de jeunes. Et je m'appelle Selma Ben Khalifa, ben oui, mes enfants sont des jeunes qu'on appelle racisés. Mes enfants ont peur de la police. Mes enfants savent qu'ils pourraient un jour se retrouver dans une caserne et être tabassés. Et en tant que maman, en tant que mère, je ne l'accepte pas. Mais je ne sais pas quoi faire pour le refuser. Je suis avocate, j'ai les compétences, j'ai appris à l'université ce qu'il fallait faire. Mais quand on fait ce qu'on nous a appris qu'il fallait faire à l'université, eh bien, on n'a aucun résultat 1 an plus tard. Mais c'est pire que ça, parce que quand des jeunes sont tués, comme Sabrina et Wassim, dont la famille est ici, eh bien 3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il n'y a toujours rien. Et là, on voit que le système judiciaire est complice. Le système judiciaire a organisé cette impunité. Parce que, évidemment, tous les policiers ne sont pas violents, mais ne serait-ce qu'un seul policier violent, c'est trop. Et quand on le sait, eh bien, il faut prendre des sanctions pour que ça s'arrête. Si un prof dans une école se met à tabasser un jeune parce que le jeune lui a manqué de respect et qu'il n'a pas su garder son contrôle, eh bien, il est viré dans l'heure. Je ne comprends pas pourquoi on accepte que ce ne soit pas la même règle dans un commissariat de police. Un policier violent... Un policier violent, il doit être viré dans l'heure. Enfin, j'appelle toutes les mères, parce que je suis une mère,
Pas que je veux exclure les pères, mais je me sens plus solidaire des mères, voilà. J'appelle toutes les mères à s'organiser. Il y a des organisations, il y a le collectif des madrés, il y a le front de mères, il y a des organisations qui veulent s'organiser en syndicats de parents pour pouvoir défendre nos enfants, porter cette revendication. Nous ne laisserons pas nos enfants se faire frapper. Nous serons là devant les commissariats quand vous les arrêtez, mais nous serons là aussi devant le Parlement pour dire que ça suffit. Merci. On va poursuivre avec Samira Benel, qui est la tante de Sabrina, qui va prendre la parole et qui va nous inviter à un rassemblement qui a lieu mercredi prochain, mais c'est elle qui va nous expliquer tout ça. Merci d'être venue. Bonjour, merci Alexandre pour cette organisation, merci aux jeunes pour leur témoignage, merci au collectif des Madrés, merci vraiment à Selma, à tout le monde, à toutes les personnes qui se mobilisent pour vraiment lutter contre ces violences policières qui gangrènent notre système judiciaire aujourd'hui. Alors, j'ai noté, parce qu'avec le stress, c'est pas toujours évident de penser à tout. Donc du coup, la mort de Sabrina et Wassim, pour ceux qui ne le savent pas, est survenue à Bruxelles le 9 mai 2017. Sabrina n'avait que 20 ans et Wassim 24 ans. Ils sont décédés suite à l'attitude irresponsable de policiers en service. En effet, Sabrina et Wassim sont morts dans le cadre d'une course-poursuite. La course-poursuite n'était pas proportionnelle au but recherché, qui était d'interpeller Sabrina et Wassim, qui circulaient en scooter à la suite d'une infraction au code de la route. Pour rappel, la patrouille de police qui circulait autour du palais de justice, place Poulart, le 9 mai 2017 vers 21h30, a remarqué qu'un scooter avec passagers qui, selon eux, conduisaient imprudemment. Je dis selon eux, car avec toutes les caméras de surveillance qu'il y a entre la place Poulart et le tunnel Bailly, aucune n'était fonctionnelle. Cette patrouille a donc décidé de les prendre en chasse. 2 autres patrouilles sont arrivées en renfort. Peu après, le scooter s'est encastré dans un véhicule de police qui s'était mis en travers de la route pour les arrêter brutalement, qui a conduit à leur mort. En toute objectivité, selon l'investigation, cette course-poursuite engagée en raison de 2 présumées infractions au code de la route était tout simplement illégale, car non nécessaire et disproportionnée à la situation. Le parquet n'a donc pas poursuivi les policiers, mais le tribunal a décidé qu'il y avait des éléments suffisants pour qu'un dossier soit ouvert contre eux. Le 13 août 2021, la Chambre du Conseil de Bruxelles avait décidé de renvoyer le dossier au procureur du roi. Elle estimait en effet que les policiers impliqués dans la course-poursuite devaient être inculpés du chef d'homicide involontaire. Le parquet a fait appel de cette décision. Cette attitude vise à empêcher que les policiers ne doivent même s'expliquer devant le tribunal, ce qui est incompréhensible pour les familles. En faisant appel, le parquet pose l'impunité des policiers à l'extrême, alors que son rôle est pourtant de poursuivre les auteurs d'infractions. Lorsque des policiers font usage disproportionné de la force, qui mène à la mort de 2 jeunes gens, ils commettent une infraction. Et celle-ci doit être sanctionnée. Force est de constater que l'affaire de Sabrina et Wassim n'est pas une première dans notre pays. Toutes ces affaires de violence policière devraient secouer notre État, interpeller nos élus et interroger sur les pratiques de nos policiers. Nous devons rester unis pour dénoncer ensemble toutes ces violences, ces bavures policières dont nous avons nous-mêmes été victimes
et que nos enfants aujourd'hui sont victimes. Nous devons faire évoluer les mentalités en luttant contre toute forme de racisme, toute forme de discrimination au sein de nos polices. Nous attendons de la justice un geste fort qui mettra fin à toutes ces violences policières inacceptables qui mènent à la mort de nos enfants. Stop à cette justice à deux vitesses. Un délit doit rester un délit, et peu importe l'auteur. On ne peut pas se faire justice soi-même uniquement parce qu'on est de la police. Nous exigeons une justice équitable pour tous, sans aucune discrimination. C'est pourquoi le comité Vérité et Justice pour Sabrina et Wassim vous donne rendez-vous ce mercredi matin à 9h devant le palais de justice. La justice doit jouer son rôle de dissuasion afin que d'autres drames ne se produisent plus. Et nous, le peuple, nous avons le pouvoir de faire en sorte que la justice pour tous soit rétablie dans notre pays. Merci. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. On va tout doucement clôturer nos réjouissances. On nous a demandé pourquoi on organisait cette manifestation. On nous a demandé plusieurs fois pourquoi on organisait ça. En fait, il y a différentes raisons. La première, c'est qu'on voulait dire ce qui a été répété par tout le monde ici, c'est qu'il y a au sein de la police des individus extrêmement violents, des gens profondément racistes, des gens dangereux et qui sont des dangers pour les citoyens. Donc on laisse courir des individus avec un uniforme et une arme et qui représentent en fait un danger pour les citoyens. C'est ce qu'on a d'abord voulu dire. On a voulu dire aussi que nous, ça fait 1 an qu'on a déposé de plaintes, et il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées, une trentaine de plaignants, une dizaine de policiers se sont joints à notre plainte pour dire que ce qui se passait était inadmissible à la caserne, et on se rend compte qu'1 an plus tard, à notre connaissance, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucun écartement qui a lieu, et pour nous c'est insupportable qu'1 an plus tard, il ne se passe rien. Donc ça c'est la deuxième raison, et puis la dernière, c'est que on voulait donner la parole à tous ceux qui ont pris la parole justement pour dire on vous a interdit de manifester l'année passée, on vous a enfermé, on vous a terrorisé parce que vous avez exercé vos droits démocratiques de citoyens qui veulent s'exprimer. Eh bien nous, les parents, ce qu'on veut c'est vous rendre ces droits et vous laisser le dernier mot. Et donc ceci c'était un épisode, ça ne suffira pas pour changer les choses. Il est possible de changer, mais ça demandera qu'on ait ensemble d'autres rendez-vous et on va vous les proposer à l'avenir parce que pour nous, c'est une étape et on n'en restera pas là. Je vous remercie tous.